Je m'appelle Pierre Furel, je suis assistant à l'Université de Liège. J'y fais une thèse sur les pratiques de création de jeux vidéo en amateur. Donc les personnes qui, comme peut-être vous faites de la photo le dimanche, créent des jeux vidéo pour le plaisir. On verra que ça a un rapport avec ce que je dirais. Je suis effectivement donc membre du LEM, le laboratoire des études de médias et médiation, basé à Liège, mais dans lequel on retrouve des chercheurs d'ailleurs aussi. L'OMNSH, donc l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et le tout nouveau Lab JMV, donc laboratoire des études sur les jeux et mondes virtuels, qui est lui basé plus en Belgique francophone. Aujourd'hui, je vais donc commencer par vous présenter des outils avec lesquels je travaille, des logiciels d'aide à la création, que j'appellerais aussi middleware ou usine à jeux. Et je vous montrerai comment ça nous a permis, ce logiciel, d'animer un atelier à Liège l'année dernière pendant 3 mois dans lequel on a créé un jeu vidéo. Je vous expliquerai cette expérience, je vous donnerai donc les retours et j'essaierai de commencer à dessiner des pistes de réflexion pour voir comment est-ce que cette expérience-là pourrait donner lieu à quelque chose d'intéressant dans le cadre de la médiation muséale. Donc, le jeu vidéo est actuellement dans une phase de démocratisation et de légitimation. D'abord, la démocratisation, c'est au niveau donc des moyens de production. Alors, tout comme tout média, en fait, le jeu vidéo connaît une phase de démocratisation des moyens de production. Donc, tout comme le cinéma au début était vu comme quelque chose de très lointain, auquel on allait simplement une fois de temps en temps voir un film, mais on n'imaginait pas pouvoir un jour filmer soi-même, jusqu'à ce que ça devienne l'étape d'aujourd'hui. Alors le jeu vidéo, donc ça existe dans un niveau de tous les médias. Il y a l'imprimante 3D, il y a d'ailleurs le Lab Fab à côté, etc., qui montre tout ce mouvement de démocratisation des moyens de production. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le jeu vidéo, est-ce que c'est possible avec le jeu vidéo aussi ? C'est un média qui est vu comme très compliqué, très complexe, je crois. D'une part parce qu'il y a tout l'aspect programmation qui nécessite un apprentissage supposément long et complexe. Et donc, on est obligé à ce moment-là de faire référence à d'aller chercher des ingénieurs informaticiens, etc. Et puis, il y a le fait que ce soit multimédia. Donc, il faut à la fois des images, une histoire, la programmation, des sons, etc. Et donc, on peut se demander si ce qui s'est passé avec la Super 8 et le film léger au cinéma pourrait se passer aussi pour le jeu vidéo. Et en fait, en dessous du radar, à la fois de la recherche, de la presse généraliste, mais aussi de la presse spécialisée en jeux vidéo, il existe tout un monde foisonnant du jeu vidéo amateur, dont je vous parlais, qui se base, pas exclusivement, mais en grande partie sur donc des logiciels qui aident à la création. Ce que Damien Djaouti appelait dans sa thèse, qu'il a défendue en 2010, qui était sur le Serious Game, ce qu'il appelait des usines à jeux. Il a fait une étude quantitative pour lister le nombre de logiciels comme ça qui permettaient de créer des jeux vidéo, de faciliter la programmation. Il en a repéré 363, et encore, je vous passe les détails, mais globalement, il avait des critères qui permettent de penser que si on élargit un peu les critères, il y en a plus de 400. Et ça allait des années 80 à 2010. Alors d'autres chiffres pour vous donner un peu une idée du dynamisme de ce secteur. Sur un forum consacré à un des logiciels qui est RPG Maker VX, on compte 110 000 membres en anglais. Donc il faut savoir que pour ce logiciel-là, il existe une multitude de forums et que des logiciels comme ça, comme je vous ai dit, il y en a des dizaines. Donc voilà. Et par exemple, sur un autre forum qui s'appelle celui-là, Construct 2, donc je vous montrerai un peu, il a un forum qui compte plus de 200 nouvelles inscriptions par jour. Donc il y a une dynamique assez forte à ce niveau-là. Et dans ce milieu-là, ce sont donc des joueurs qui se sont mis en grande partie, qui se sont mis à créer des jeux vidéo, dans lesquels on retrouve en partie des fans qui sont très heureux d'avoir eu une expérience vidéoludique et qui veulent la continuer ou voire la personnaliser, qui vont faire leur propre Mario, leur propre Zelda, etc. Et puis il y en a aussi qui portent toute une réflexion
politique sur ce que ça veut dire, cette démocratisation des moyens de production, sur le fait qu'on puisse créer des jeux vidéo tout seul ou à deux, à trois, et globalement en se passant des grands éditeurs, donc un peu l'équivalent des grandes majors dans le cinéma, et qui amène toute une réflexion politisée sur, enfin, entre guillemets, diversifier la production de jeux vidéo, peut-être rendre la production un peu moins juvénile ou immature, et la diversifier en termes de genre, en termes de questions sur des minorités, etc. Si vous êtes intéressé par toutes ces réflexions-là, je vous renvoie vers Anna Entropie, que vous retrouverez facilement sur Internet, et qui a voilà, écrit plusieurs livres et créé plusieurs jeux qui sont très intéressants à ce niveau-là. Et puis, je le disais, en termes de légitimation, le jeu vidéo est de plus en plus abordé comme un média et non pas comme un simple jouet, à tel point que, donc d'une part, il entre dans les musées, il y a des expositions et des musées qui lui sont accordés, et d'autre part, des institutions vues comme très légitimes créent aussi leurs propres jeux vidéo ou financent des studios en leur donnant mandat à ce niveau-là. C'est le cas par exemple de Le Monde, du Monde qui a produit Primaire à gauche, qui est un serious game qui est une simulation des primaires du Parti socialiste français, ou Arte avec Type Rider, qui est un jeu vidéo qui là enseigne l'histoire de la typographie. Donc notre idée de départ, avec D'une certaine gaieté, qui est une association d'éducation permanente basée à Liège, ça a été de donner une nouvelle dimension à leurs ateliers de création. Eux, ils avaient des ateliers photo, des ateliers vidéo, et puis en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il était peut-être possible, et en tout cas, on était très enthousiaste à l'idée de tester le fait de faire un atelier jeu vidéo. Donc il y avait cet objectif-là, tester la faisabilité, et puis avec cette idée dans la continuité de se dire c'est aussi en faisant de la photo, en faisant de la vidéo que les participants des ateliers en apprennent sur comment on raconte une histoire avec ces médias-là, comment est-ce qu'on produit des photos, des vidéos, par exemple le cadrage, etc. Et donc porter ça au niveau du jeu vidéo, comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment est-ce qu'on porte un message à travers ce média-là et comment est-ce que ça peut se passer. Alors, on a choisi le logiciel dont je vous ai parlé, Construct 2, et je vais vous faire un peu simplement une toute petite démonstration pour vous montrer que voilà, quand on ouvre un nouveau projet, je vais faire un jeu vidéo extrêmement basique en 15 secondes, vous avez en gros deux espaces. Ce premier espace-là où vous pouvez placer vos images. Donc je vais vous demander un effort d'imagination. Je vais faire un carré qui va représenter un personnage. On peut aussi importer des images, mais là je vais simplifier le processus. Et en rouge, on va faire un sol. Là, vous placez, dans cet espace-là, vous placez les éléments graphiques qui vont sur le niveau. Et puis vous avez toute une panoplie de choses qui sont déjà programmées. Donc là, par exemple, je vais simplement dire le sol est un matériel solide, donc on ne peut pas traverser, et mon bonhomme, je vais simplement dire au programme que voilà, c'est un bonhomme. Si par rapport à ça, si je lance la preview, je vais avoir directement un petit objet jouable, encore très basique certes, mais que je peux déjà contrôler avec mon clavier. Et voilà, j'ai mon personnage qui peut sauter, avancer, se mouvoir. Et je vais vous montrer, je vais rajouter une autre image. On va imaginer que c'est un ennemi ou un obstacle, peu importe. Je vais le placer là. Et alors là, vous avez le deuxième espace de ce logiciel qui, en fait, vous permet de programmer entre guillemets, mais sans être confronté à un langage de programmation, c'est-à-dire sans avoir un vocabulaire particulier à apprendre, une syntaxe, etc. Vous passez uniquement par des menus, tout comme vous allez dans les menus de Word pour faire un certain nombre de choses. Et seulement, ça garde la logique primaire de ce qu'on appelle la programmation impérative, c'est-à-dire le système de conditions. S'il se passe ça, alors telle autre chose se passe. Donc je vais vous donner un exemple.
Il faut que je regarde simplement parce que j'ai pas nommé mes personnages. Le bleu, c'est bien le... Je vais prendre mon personnage et je vais dire si il entre en collision avec mon obstacle. Qu'est-ce que j'ai fait? Collision enable. Avec un autre objet. Alors, mon personnage est détruit. C'est un peu punitif comme jeu. Et voilà. Donc vous voyez, ça va très vite. Évidemment, c'est des choses... Bon là, je connais déjà un peu le logiciel. Et ce sont des choses là très basiques. Après, si vous voulez faire des choses de plus en plus évoluées, il ne s'agit pas de dire que vous allez pouvoir le faire en 5 minutes, mais par rapport à l'apprentissage d'un langage de programmation très complexe, vous voyez que ça va plus vite. Et donc on a choisi ce logiciel-là, d'une part parce qu'il permet de conserver cette logique de base de l'informatique et que c'était un souhait avec l'association de sensibiliser les participants aussi à ces principes de base. Et aussi parce que c'est un logiciel qui est très populaire, ce qui fait que sur Internet, vous allez trouver énormément de tutoriels et que donc on n'avait pas l'angoisse de se dire si à un moment donné on est coincé avec le logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a des dizaines de forums, on va pouvoir poser les questions pour avancer et trouver les solutions. J'étais moi-même néophyte quand on a commencé l'atelier, donc c'était vraiment le challenge, c'est se dire prenons un animateur qui ne sait pas faire des jeux vidéo, amenons 10 à 15 personnes qui ne savent pas faire de jeux vidéo et ensemble faisons un jeu. Et au final, ça s'est assez bien passé. Donc, l'intention de base, c'était de faire un jeu vidéo qui allait globalement rester dans la ligne éditoriale de l'association d'une certaine gaieté. C'est pour ça que je suis arrivé personnellement avec le thème du chômage, de faire un jeu vidéo sur le chômage, mais en me disant peut-être que, étant donné que ce sont des participants qui viennent, qui sont avant tout des joueurs, là en l'occurrence, peut-être que ça ne va pas forcément leur parler, etc. Et puis il n'y avait pas d'obligation de rester sur ce thème. À ma grande surprise, ça a vraiment très bien pris. Et bon, je pense que la situation des participants qui étaient soit souvent dans une situation précaire au niveau de l'emploi ou directement chômeurs, peut-être que ça a créé quelque chose de supplémentaire. Et donc, on en est arrivé à un système de jeu que je vais vous montrer après. Donc, les ambitions pédagogiques, c'était tout d'abord de mettre le participant à l'initiative. On a fixé un cadre assez large. Donc ça, c'est vraiment avec l'institution qu'il faut discuter pour savoir quel cadre on établit, mais je crois qu'il est important de garder une certaine souplesse pour que les participants puissent s'investir personnellement dans le processus. Et je crois que ça a assez bien marché dans ce cas-là. Jouer à créer un jeu, et puis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, sensibiliser aux particularités du média, en l'occurrence avec le jeu vidéo, voir comment est-ce qu'on peut transformer un propos, un message ou une histoire en histoire racontée dans le jeu, mais aussi en règles du jeu. Et ça, vous allez voir qu'on a trouvé une méthode assez radicale. Alors au début, l'idée c'était vraiment de faire un prototype, comme je vous disais, c'était de tester le truc. Et puis alors vers la 4e ou 5e séance, il y a eu une espèce d'émulation dans l'atelier et tout le monde s'est dit mais finalement au lieu de faire un prototype, est-ce que c'est pas possible que l'association mette un peu d'argent pour payer un dessinateur, etc. Et alors on fait un vrai jeu et on le sort et on le finit. C'est ce qu'on a fini par faire. On a eu des ressources en fait internes à l'atelier qui nous ont aidés. Parmi les participants, il y a quelqu'un qui savait faire de la musique sur ordinateur, donc il nous a fait les musiques du jeu. Et il y avait un dessinateur qui, lui, a été rémunéré pour les graphiques. Et donc, le résultat final, donc c'est le moment où je vous demande de ne pas partir en courant, ça s'appelle Chômeur Blaster. Donc c'est un jeu dans lequel vous avez des chômeurs qui vont en masse vers la place de la ville pour mener la révolution, évidemment. Et donc vous devez les tuer avant qu'ils arrivent à la place. Donc c'est un jeu qui vous place dans un futur pas si lointain.
et qui voilà, prend le parti d'être, on va dire, mi-provocateur, mi-engagé. Donc voilà, vous arrivez là, vous avez les crédits que je vous affiche avec les noms des différents participants. Vous avez un tutoriel pour savoir comment apprendre à jouer. Vous allez voir que parmi les armes dont vous disposez, vous avez évidemment Commissariat, Mirador, mais aussi une station de radio qui s'appelle Onem FM, qui ralentit les personnes. Différents types de chômeurs. Évidemment, le mutualisé ayant une chaise roulante va beaucoup plus vite, etc. etc. Et donc, pour combattre le chômage, vous avez 3 niveaux de difficulté. Anvers, Liège, Charleroi. Donc je vais vous montrer Anvers. C'est dommage, je crois qu'on n'a pas le son. Les musiques sont très belles, mais c'est pas grave, vous pourrez retrouver le jeu vidéo en ligne. Il est diffusé maintenant sur le site internet d'une certaine gaieté. Voilà. Donc voilà, Anvers, je vous passe un peu les détails. Je vais juste vous montrer un peu comment ça marche. Vous posez la police et puis ça tire dessus. Et alors, évidemment, quand vous êtes débordé, vous avez toujours le forum qui peut arriver et ralentir tout le monde en envoyant un tas de formulaires. Voilà. Donc c'est un jeu qui va volontairement dans la provocation, etc. Ce qui a été très drôle, c'est que ça n'a pas toujours été compris grâce au journal liégeois La Meuse, qui a trouvé pertinent d'une part de me prendre en photo et de mettre Tueur de chômeurs, le nouveau jeu d'un liégeois, juste en dessous du Tueur du Brabant. Et d'autre part, parce qu'il y a un mini-article qui a été diffusé avant la sortie du vrai article sur Internet. Et donc les 2 premières phrases ne donnaient aucune possibilité de comprendre que c'était une provocation et une dénonciation. Donc du coup, ça a créé une grande vague de défense des chômeurs dans les commentaires de la Meuse. Donc on a perdu, mais on a gagné. Au final, le message était passé et ça a créé le mouvement qu'on souhaitait. Donc le jeu est sorti, on a fait une soirée de lancement sur la péniche l'Inside Out à Liège. On a eu, comme je vous ai dit, une couverture presse. Plusieurs des participants maintenant continuent de créer des jeux sur le temps de leur loisir, donc je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été intégré et à qui ça a plu. Il y a eu des souhaits effectivement de donner suite avec des ateliers, donc bon là je suis toujours en réflexion par rapport avec d'une certaine gaieté. Les conclusions pédagogiques, c'est qu'il y a eu un apprentissage technique, donc l'utilisation du logiciel en lui-même, l'éducation à un média, comme je le disais tout à l'heure, la sensibilisation à un thème. Je pense que, vu l'orientation qui a été prise, je crois qu'ils étaient déjà très sensibilisés à ce thème-là et que les participants avaient déjà bien leur avis avant l'atelier. Et surtout, ça nous a donné des nouvelles pistes à explorer. En se disant, on pourrait faire des ateliers sur des thèmes différents, pas forcément d'ailleurs aussi provocation, etc. On pourrait aller vers des choses peut-être voilà, assez différentes, d'autres publics, et avec des objectifs différents. Donc un premier atelier en collaboration avec le Point Culture Liège, est d'ailleurs organisé du 17 au 21 août 2015, avec 10 à 15 adolescents, qui ont entre 13 et 15 ans. Et alors après, tout est imaginable. Des sociétés qui voudraient faire du team building ou pour des associations d'éducation aux médias, et donc possiblement de la médiation muséale. Alors, le principe, ce serait donc, enfin, c'est une chose que je propose, mais après, évidemment, tout peut se discuter, de créer un support de médiation indirecte, c'est-à-dire le jeu, pendant une activité de médiation présentielle, c'est-à-dire l'atelier. Donc, pour l'institution, il y aurait différents publics. D'abord, les 10 à 15 participants, qui peuvent être des bénéficiaires ou des habitués du musée, ou des gens qui, justement, rentreraient en contact avec le musée à travers cette activité-là. Vous avez aussi, après, tous les publics qui sont indirects. Les personnes auxquelles le public va parler, enfin les participants, je veux dire, les événements que vous organiserez
en lien avec ça, donc par exemple la release party, donc la soirée de lancement, les couvertures presse, et puis évidemment, si le jeu qui serait créé comme ça lors d'un atelier avec un musée dépasse le stade du prototype, ou que sur base du prototype on crée autre chose, il y aura évidemment tous les futurs joueurs qui pourraient être un public potentiel de cette activité. Alors ça pose des questions en termes de positionnement, et je pense que là chaque partie doit savoir où est-ce qu'il souhaite aller. Le public, là, une partie du public, donc les participants, est directement mise dans une situation qui n'est pas simplement de la réception, qui est en partie de la réception et de la sensibilisation, mais aussi en termes de producteurs de contenu, de créateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce qu'il faut éviter avec ces ateliers, c'est de se dire d'avoir un programme totalement défini et de simplement inviter les participants à le suivre étape par étape. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de mettre les participants dans une situation de créativité et de leur permettre de s'exprimer aussi par cet atelier. Et puis, en plus, ce public-là alors devient aussi médiateur, dans le sens où, évidemment, il va en parler autour de lui et il va devenir un élément de communication qui sera intéressant. Le jeu peut être pris comme un outil de médiation, mais ça, je pense que, comme je le montrais tout à l'heure, les institutions ayant de moins en moins de mal à aller vers ce média-là, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, j'imagine que chaque musée doit avoir un rapport à la participation et avoir une ligne éditoriale à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout spécialiste en médiation muséale, donc je pose la question simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit exemple. J'ai imaginé, je me suis dit simplement, tiens, si je voulais rendre ça concret, qu'est-ce que je ferais? Donc j'ai cherché parmi les musées, j'ai été très subjectif et j'ai été très personnel en prenant un musée qui m'avait particulièrement marqué, à savoir le musée Magritte. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en lien avec l'univers de René Magritte? Alors là, il y a vraiment différentes choses qui sont possibles. On pourrait imaginer un jeu vidéo dans lequel on enseignerait la vie de l'artiste. Et il y a maintenant toute une série de jeux biographiques qui se développent et qui sont assez novateurs et assez intéressants. On pourrait aussi avoir un atelier dont le but serait de populariser les périodes artistiques de René Magritte, avec, j'imaginais, un jeu de puzzle dans lequel on pourrait avoir différentes œuvres, et on devrait les classer par les mettre ensemble, les mettre en groupe, etc. Finalement, j'ai choisi une autre solution, c'est-à-dire celle de sensibiliser au sens de la composition surréaliste. D'une part parce que c'est ce qui, moi, m'inspirait le plus, et parce que je trouvais ça très drôle d'essayer de faire un jeu vidéo surréaliste. Donc j'ai fait un mini prototype, je vous montrerai tout à l'heure. Donc le déroulement de cet atelier, ce serait de commencer par fixer le cadre et les objectifs, comme je le disais, avec un participant qui sera à l'initiative. Et, contrairement à l'atelier qu'on a fait avec d'une certaine gaieté, alterner entre des séances vraiment de production du jeu, c'est-à-dire avec des séances de programmation, même s'il n'y a pas le langage directement, des ateliers de 3 à 4 heures dans lesquels on crée le jeu concrètement. Et alors alterner ces séances-là avec d'autres choses, avec par exemple des visites commentées du musée, dans lesquelles à la fois on populariserait au niveau des participants le sens, la recherche, etc., le sens des œuvres, et où on chercherait à capter l'essence des tableaux et transformer ça en règles du jeu. Et alors aussi des personnes qui, peut-être, des spécialistes, des membres du musée, des salariés qui seraient spécialistes de la question et qui viendraient dire aux participants, sur base de leurs ébauches, avoir une réflexion, remettre en perspective avec l'ensemble de l'œuvre de René Magritte. Et puis, alors ensuite,
pour limiter les coûts, mettre à disposition des packs d'images. Donc là, dans le prototype que je vous montrerai, j'ai pris des images qui sont libres de droit et qui évoquent l'univers de René Magritte. Et donc, à ce niveau-là, peut-être on pourra en débattre ça dans les échanges après, mais il existe aussi des solutions maintenant pour ne plus directement avoir quand les coûts sont serrés, quand le budget est serré, de ne plus faire directement appel à un dessinateur ou à un musicien. Et puis alors ensuite, une diffusion des œuvres avec Release Party et la diffusion en ligne. Donc, on pourrait imaginer que le 3 septembre 2015, on ait une première séance d'introduction et d'inscription, ce qu'on a fait avec d'une certaine gaieté, c'est-à-dire faire une séance dans laquelle tout le monde peut venir, comprendre exactement ce qu'on va faire, et puis décider sur cette base-là sur quoi on part. Je pense qu'il faut éviter d'avoir des ateliers à plus de 15 personnes. Mais alors 15 personnes, c'est un bon chiffre, parce qu'on arrive rarement, au bout des 12 semaines, à avoir l'ensemble des personnes, parce qu'évidemment, il y a d'autres choses qui arrivent. Une séance avec une introduction vraiment aux objectifs de l'atelier et le logiciel utilisé. Séance 2 et 3, visite du musée, brainstorming. Séance 4 et 5, apprentissage des bases du logiciel. Séance 6, intervention d'un spécialiste pendant l'atelier. 7, 8, 9, création du prototype. 10, à nouveau, intervention d'un spécialiste. Donc là, ce qui me plaît beaucoup dans l'idée, ce serait d'imaginer que par équipe ou par individu, on ait des petites ébauches et d'avoir un spécialiste qui vient montrer, qui vient analyser les œuvres des participants et qui vient peut-être discuter avec eux et sur base de quelque chose de concret, de produit à l'initiative du participant. Séance 11 et 12, la finalisation. Et puis alors un mois de battement pour finaliser le jeu. En fait, pour Chômeur Blaster, le résultat final que je vous ai montré, il n'était pas accessible directement à la fin de l'atelier. Il a fallu que donc toutes les bases de la programmation avaient vraiment été à la fois trouvées et produites par les participants, mais il a fallu que je prenne 1 ou 2 semaines de programmation supplémentaire pour affiner le jeu, développer ce qu'on n'avait pas eu totalement le temps de faire. Et puis avec une soirée de lancement pour fin janvier, début février. Je vais vous montrer simplement une petite démo pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes. Donc voilà, c'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Et où l'idée, c'est qu'on vous explique rien et vous devez chercher un peu les interactions qui sont possibles. Donc évidemment, on peut s'attendre à ce que les gens aient tendance à remettre la pomme là-dessus. Et puis après, vous avez toute une série de choses à faire où vous allez simplement explorer des interactions possibles. Donc, je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire avec ce logiciel-là. C'est vraiment quelque chose, là, pour le coup, que j'ai fait en une petite heure. Oui, là, je m'amuse à mettre... Ok. Pas un œil. Ah, Magritte. Enfin, bref, après, vous pouvez essayer toutes sortes de choses, marquer « ceci n'est pas Magritte », alors ça fait apparaître autre chose, etc. Et voilà, on revient au début. Donc ça, simplement pour vous montrer un peu un résultat très rapide. Alors évidemment, là c'est un exemple un peu plus fouillé, mais on peut imaginer complètement d'autres choses avec tout type de musée. Je dois abréger. J'ai 1 minute, ok. Donc j'arrive à la fin, c'est parfait. Autre exemple, imaginons avec le musée des pompiers, on pourrait imaginer un jeu sur comment éteindre le feu, donc quelque chose de peut-être plus pragmatique, quelles sont les méthodes, etc. Quelles sont les missions du pompier. Dans un musée d'art contemporain, on pourrait avoir comme mission de sensibiliser à l'œuvre d'un artiste ou d'un courant en particulier et faire une expérimentation sur un jeu vidéo abstrait. Au niveau du musée du jeu vidéo, là, on pourrait à la fois essayer de raconter avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on raconte une histoire, véhiculer des valeurs, donc peut-être aller plus dans le sens éducation en médias. Et puis après, on peut imaginer aussi, je sais pas, pour le musée de la guerre 14-18, un jeu peut-être plus premier degré, mais tout aussi intéressant. Transcrire en règle des paramètres
et transposer en règle de jeu des choses de la vie d'un poilu. Musée de la photographie, donc là ça me permet juste d'ouvrir un tout petit peu la chose. C'est qu'aujourd'hui je vous ai juste présenté la création de jeux vidéo directement, mais avec un logiciel. Il existe beaucoup de choses, donc je pense que c'est en discussion avec les institutions qu'il faut trouver selon les objectifs qu'on veut atteindre, il faut trouver les bons outils. Et par exemple, pour le musée de la photographie, on pourrait très bien imaginer ne pas créer un jeu vidéo, mais prendre un monde virtuel déjà existant dans lequel on ferait un atelier photo virtuel pour permettre à la fois de voir tout à fait ce que font les participants et de sensibiliser au cadrage, mais dans un autre contexte. Voilà. Et quelques liens pour finir et mon mail au cas où. Voilà. Merci.